Bonsoir à tous et bonsoir Bernard Tapie. Bonsoir. Merci beaucoup de participer à cette soirée spéciale qui vous est consacrée sur BFM TV. Dans quelques instants, nous vous proposerons un reportage long format qui va retracer le parcours de Bernard Tapie. D'abord, la question la plus importante, comment allez-vous? Ça va, voilà. Ça va. C'est un petit ça va. Oui, parce que bon, ça suit son cours. Ouais. J'avais arrêté les soins depuis le mois de juillet. Ouais. Donc évidemment, pas parce que je voulais, mais parce que les médecins font toujours la comparaison entre ce que ça apporte et ce que ça coûte. C'est-à-dire pas ce que ça coûte en argent, hein, quelle est la souffrance que ça entraîne. Et là, ils n'étaient pas convaincus que ça m'apportait plus de bien que de mal. Mmh. Donc on l'a supprimé. Et puis, ils se sont mis à la recherche de produits qui seraient susceptibles de m'aller mieux. Donc vous avez eu, pendant pratiquement 6 mois, aucun traitement? Ah, pas pratiquement, 6 mois, aucun traitement. 6 mois, aucun traitement. Et ça a valu des métastases au poumon droit, au poumon gauche, dans le cou, etc. Évidemment, puisque ça galope. Mais voilà. Mais vous nous révélez ce soir que vous avez effectué un nouveau traitement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? D'abord, tous les laboratoires du monde cherchent. Et quand j'avais dit la première fois, soyez pas défaitistes, car ça va à une telle vitesse que vous risquez de trouver, alors qu'au début de votre maladie, c'était une maladie qui était pratiquement inguérissable. Là, ils cherchaient un produit, une méthode, et ils ont fini par trouver il y a à peu près un mois. Et donc, je suis en cours d'expérimentation. C'est-à-dire, je suis un cobaye. Voilà. Ouais, un cobaye, carrément. Ben oui, on expérimente, et c'est grâce à ça que... Alors, il y a 3 stades. Ouais. Il y a le 1, le 2, là, je suis dans le 2. Après, il faut le 3, et quand le 3 réunit des résultats suffisants, le produit devient sur le marché. Ouais. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais. C'est une décision difficile, j'imagine, de elle est difficile, oui, mais si je la fais pas, c'est quoi? Encore une fois, vous avez le choix entre toujours 2 hypothèses, hein, et vous choisissez la moins mauvaise, en sachant qu'il y en a très peu de bonnes. Ouais. Donc il faut prendre la moins mauvaise, et je la prends avec beaucoup d'espoir, ouais. Parce que sur les premiers tests, bon, il y en a pas mal qui ça n'a pas réussi, mais il y en a aussi à qui ça a réussi. Ouais. Donc voilà, il faut y aller. Et vous, dans ces cas-là, on se dit quoi? Au moment de prendre la décision, qui est difficile, je le disais à l'instant, on se dit, c'est peut-être la dernière chance, il faut tout tenter. Je vais vous poser une question. Ouais. Vous êtes sur un tremplin à 10 mètres, tout habillé, et par terre, c'est pas de la piscine, c'est des rochers. Et il y en a un autre qui est peut-être à 3 mètres. C'est difficile de choisir. Ben voilà. Hein, on est lucide sur qu'est-ce qui vous est le moins favorable, et voilà, on y va. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ce traitement, vous dites quoi dans votre tête d'ailleurs? Vous vous dites c'est la dernière, de la dernière chance, ou vous vous dites avant qu'il y en ait éventuellement une autre? Non, et que... ça y est, on a épuisé le sujet. Ouais. Franchement. J'aimerais juste comprendre pourquoi vous avez choisi de raconter mais alors, votre maladie. C'est comme si vous Et ce qui vous amène d'ailleurs aujourd'hui encore à nous dire, d'ailleurs, voilà, je vis ça, je suis en train de me battre. Ouais, voilà. On vous pose la question, puis après les mecs vous disent « Mais pourquoi vous le racontez ?» Parce que quand à l'idée, on a su qu'il avait son cancer, chaque fois qu'il voyait un journaliste, c'est normal, il lui disait « Où s'en est votre cancer ?» Mais moi, j'y ai pris goût à 2 étapes. La première, parce que j'allais faire mes premiers soins dans un hôpital public, comme maintenant, et en me retrouvant au milieu de tout le monde. Si vous aviez vu la tête des autres malades, qui vont à l'assistance publique, eux, souvent, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils entendent dire qu'il y a les hôpitaux, tout machin, donc ils ne sont pas convaincus d'être dans le meilleur lieu. Et en me regardant arriver, c'était, mais ils se regardaient entre eux. Pourquoi Parce que c'est là qu'on a le plus grande chance. Si vous aviez vu les yeux de mes collègues, à partir du moment où je leur disais, ce que je pense en plus,
Les plus grands professeurs, vous les avez à l'assistance publique, que vous le vouliez ou non. Par conséquent, quand vous leur confirmez ça, là je me suis dit, merde, il y a un rôle à jouer. Ensuite, il y a eu Delahousse qui a fait une très grande émission, et j'ai été invité à la suite de cette émission par le doyen de la faculté de Nice, d'être le parrain de la promotion des nouveaux médecins. C'est une séquence qu'on verra d'ailleurs dans quelques instants, une séquence très émouvante. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, la manière dont vous en parlez fait du bien à nos malades, parce que le cancer, c'est quelque chose qu'il faut taire. La preuve, c'est qu'on l'appelle pas comme ça, on l'appelle une longue maladie. Il est temps de rendre possible le fait d'en parler. Ça rend service aux médecins et aux malades. Voilà. Vous avez dit quoi? Vous avez dit on a épuisé le sujet. Le sujet de savoir ce que j'ai dans la tête. Quel drôle d'expression. Franchement, à partir du moment où, bon, voilà, je vous ai dit, je fais ça, maintenant vous pensez, je me félicite pas d'être obligé de passer par ces phases-là. Non, mais enfin bon. Voilà. Faut y aller. Faut y aller. Il faut y aller. Ça a changé quoi, la maladie, sur vous-même? J'allais dire tout et rien. Parce qu'il n'y a pas de surhomme. Et que, d'un coup, c'est une nouvelle qui vous rappelle que vous êtes mortel. Mais quand vous faites beaucoup de sport, que vous n'êtes pas malade, pas de tension, pas de diabète, pas de tout ça, la mort, c'est pour... il y a des vieux à 97 ans, il y en a à 99. Donc voilà. Et d'un coup, toc, t'as le cancer. T'as le crabe, comme on dit. Alors c'est une mauvaise nouvelle qui change vos perspectives de vie. Alors après, comme toutes les mauvaises nouvelles, il y a deux types de comportements. Ouais. C'est comme les emmerdes qu'on m'a fait tout au long de ma vie. Tiens, ça me fait marrer parce que il y en a un qui a dit un truc récemment, c'est M. Bayrou. M. Bayrou, suite à sa mise en examen, que je trouve un peu scandaleuse de vous à moi, voyez, on lui a dit, mais alors qu'est-ce que ça fait? Il a dit, dans la vie, les nouvelles, si elles sont injustes, scandaleuses, honteuses, il y a deux hypothèses. Ou elles vous tuent, ou elles vous redonnent de l'énergie. Vous voyez, je lui donne raison. Je précise juste pour ceux qui nous regardent, et qui attendaient peut-être d'ailleurs de vous retrouver, parce que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu sur un plateau de télévision, que votre voix un petit peu éraillée est un des effets. Voilà, juste pour clore le sujet, est un des effets de ce nouveau traitement que vous testez actuellement. Ça a changé aussi l'image qu'on pouvait avoir de vous? La révélation, je crois pas. Ce que je crois par contre, c'est que à force pendant des années et des années d'être traité de tous les noms, d'abord peu de gens, contrairement à ce que vous pouvez vous imaginer, peu de gens étaient dupes de ce qui se passait. Peu de gens étaient dupes. Tout le monde voyait bien. C'était tellement évident. Or, d'un seul coup, ils ont retrouvé le droit de bien m'aimer et de le dire. Et ça, c'est un des plus grands patrons de France qui m'a dit ça. Il s'est excusé de m'avoir éclipsé, alors qu'on se connaissait bien. Et il m'a dit, je suis content d'avoir retrouvé le droit de vous aimer et de vous le dire. De qui s'agit-il? Ah non, je vous le dirai pas, mais je sais pas, voilà. C'est des grands patrons, il n'y en a pas 500, Donc, il y en a très peu. Bon. Vous disiez à l'instant, au fond, lorsque cette maladie vous tombe dessus, elle vous rappelle que vous êtes mortel. Est-ce que ça veut dire que vous y pensez beaucoup et que vous y pensez plus qu'avant? Forcément. Mais forcément, parce que je suis confronté, non pas à l'éventualité qu'elle arrive, mais je suis confronté à des rendez-vous de médecins, de spécialistes, des radios, des douleurs, des symptômes. Donc voilà, vous êtes obligé. Mais ça, c'est pas une obsession. Je veux dire, je vais vous faire une mauvaise nouvelle, monsieur. Vous allez mourir aussi. M'en voulez pas, Voilà. On y va tous. Alors quand ça vous arrive à 40 ans, j'ai vu des femmes avec 2 enfants, une tumeur au cerveau à 35 ans. Mais à mon âge, bon, c'est emmerdant. Mais bon, voilà. La spiritualité
Ouais. vous aide dans ces moments-là où vous pensez à ces choses-là? Oui et non. Oui, parce que je ne fais pas de la mort un drame absolu. Et non, parce que je ne veux pas tomber dans, j'allais dire, la mauvaise posture. Celle qui consisterait à d'un seul coup me sentir obligé d'implorer. Voilà, je veux rester ce que j'ai toujours été face à la religion. C'est un pratiquant, j'allais dire, monolithique, convaincu que c'est la voix du cœur. C'est pas la voix de l'Éternel ni la voix du piston. Enfin, si on est... C'est pas la voix du piston, c'est la voix... Hein? Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'il y en a qui se sentent obligés, un peu la règle du pari de Pascal. Oui. Hein? C'est-à-dire, j'ai rien à perdre, donc oui, je fais semblant. Il se gourre parce qu'il voit tout. Tu comprends? Donc, si vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, donc vous imaginez qu'il y a autre chose, qu'il y a un au-delà, qu'il y a quelque chose après. C'est ça, être croyant. Non, être croyant, c'est être lucide sur la limite de vos connaissances et de vos capacités à comprendre. Ouais. Vous savez qu'il y a des gens très intelligents, ouais, qui à un moment de la vie pensaient que la Terre était plate, figurez-vous. et puis vous ne pouviez pas leur dire le contraire. Ouais. Maintenant, on sait qu'elle n'est pas plate. Par conséquent, cessons de penser que l'être humain est au bout de la connaissance. Il connaît rien encore. Oui. Alors n'essayez pas de trouver par votre intelligence, non mais laissez-moi finir, par vos questions qui sont de nature à pouvoir trancher le sujet. C'est comme l'amour, monsieur. C'était pas mon intention. Vous savez, la foi, c'est comme l'amour. Ouais. Essayez d'expliquer l'amour à quelqu'un qui n'a jamais été amoureux. Comment vous faites? C'est compliqué. Eh bien, c'est ça. Ouais. Voilà. Moi, ça m'est pas tombé dessus parce que mes parents me l'ont inculqué. Ça m'est tombé dessus parce que je jouais au violon le dimanche matin dans une église et qu'un jour, j'ai pas joué du violon comme les autres fois. Voilà. Alors, il y aura paradis ou enfer? Moi, je l'ai répondu à un de vos collègues, ça. J'en sais rien. C'est le destin, lui, le parcours. Si avec Mediapart pour me juger, j'irais sûrement en enfer. Et ce qui serait con, c'est qu'en plus, il y a de grandes chances que je les y retrouve. Vous voyez? Donc je préfère dire le paradis et espérer vous rencontrer. Ouais. Les matchs de sa vie, c'est le titre de cette soirée. Voilà, vous avez toujours été dans la bagarre, dans le match, au fond. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui vous colle plutôt bien. Je sais pas, vous n'avez jamais écrit vos mémoires, mais non, vous n'avez pas l'intention de... Non, l'autobiographie, c'est pas un truc qui vous intéresse? Parce que vous en avez des trucs à raconter. Parce que je vais avoir un penchant forcément à glorifier les bons moments, à gommer un peu les aspérités. Puis voilà, je vais laisser faire. Ouais, mais vous avez quand même envie de dire la vérité, votre vérité? Ouais, bah moi, allez vérifier tout le temps, hein. Ouais. De vous à moi. Vous, c'est d'ailleurs, si vous auriez choisi quoi comme titre, si vous aviez dû faire comme ça, on a appelé ça les matchs de sa vie, mais est-ce que c'est quelque chose qui... Je vous dirai ça quand j'aurai vu le reportage. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que vous promettez de rester jusqu'au bout? Ah non, mais... Vous promettez à ceux qui nous regardent? Il n'y a pas de... Attendez. Malheureusement, s'il y a des idioties qui sont dites, et il y en aura forcément, je vous connais, j'aurai pas en face de moi l'auteur. Mais l'idée de vivre des matchs, plusieurs matchs dans sa vie, est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné? C'est quelque chose qui vous a fait avancer? C'est quelque chose qui vous a donné le goût de vivre? Voilà, je suis né. Je l'ai déjà dit, la salle de bain, c'est une cuvette, et les toilettes, c'est un seau hygiénique. Et on vit 4 comme ça, dans 25 mètres carrés, très heureux. Un père et une mère exceptionnels. Et moi, j'ai à peine 5 ans quand je vois que mon père est très intelligent. Et je vois qu'il est content d'être ce qu'il est. Alors, c'est pas grave puisqu'il est heureux. Mais par contre, il est soumis à une règle d'or, c'est la soumission à la structure, à la hiérarchie. Et je suis fou de rage, parce que je le crois tellement intelligent. Et donc voilà mon parcours. C'est quoi? C'est l'échelle, elle fait 18 barreaux, ouais, et je suis au premier. Et ils ne m'arrêteront pas. Ouais. Mais pas que pour moi.
À chaque fois que j'ai fait quelque chose, à chaque fois, c'était pour donner envie à ceux qui venaient du même endroit de faire comme moi. Et je suis content que le premier qui a compris ça, c'était François Mitterrand, qui m'a demandé de faire une émission de télévision pour donner envie aux jeunes d'entreprendre. Vous vous rendez compte? Ambition. Voilà. Sur TF1, en prime time. Hein. Et j'ai fait quoi? 12, 13, 14 millions de téléspectateurs et des milliers de vocations. Et un de mes plus grands plaisirs, c'est d'avoir rencontré, il n'y a pas 2 ans, un des plus grands chefs d'entreprise aujourd'hui. Ah ça, vous allez nous dire qui c'est, j'espère. Non. Mais lui, il vous le dira s'il en a envie. Me dire avec un de ses copains qui était à côté de lui, on a voulu t'inviter à bouffer parce que si on est devenu ce qu'on est devenu, c'est en te voyant faire. Là, vous voyez, vous dites, bah, je suis pas venu ici pour rien. Hein? Croyez pas? Ambition. On a une image juste derrière nous qui rappelle cette émission de TF1 qui a été un des marqueurs. Ça a été d'ailleurs ce qui vous a fait connaître du grand public. Évidemment. À l'époque, au milieu des années 80. Et je me rappelle avoir passé un moment avec Drucker, Michel, que j'adorais. Et je lui dis, explique-moi. Elle m'a dit, premièrement, pas de direct, pas de conneries. Deuxièmement, des petites salles. Parce qu'il faut maîtriser un public, c'est immaîtrisable. Ouais. Et j'ai fait du direct avec des salles de 6-7 dans une salle gigantesque. Vous disiez à l'instant, il y a 18 barreaux à une échelle, etc. Mais enfin, il y aura, pour ce qui vous concerne, le 19e, le 20e, le 21e. Ah non. Non. Ça continue, ça va continuer. Vous avez d'autres défis. Attendez, c'est pas hiérarchique. Non, mais je parle de la qualité des barreaux, ça signifie pas le pognon que vous avez. Je parlais pas de ça. Je parlais de ce qui vous attend et des défis que vous avez devant vous. Bah là, attendez, je suis redescendu sur un autre domaine, en bas de l'échelle. Là, je suis pas en bonne santé. Alors, je monte d'un cran parce que j'ai une famille que j'adore et qui me le rend. Je remonte d'un cran parce que mes amis me font plaisir. Et je remonte d'un cran, vous savez pourquoi? Figurez-vous que ceux qui m'aiment, quand je prends le train, l'avion, quand je suis dans la rue, dans un resto, ils me le disent. Les autres sont tellement faux culs qu'ils me disent pas qu'ils me détestent. J'ai donc l'impression que tout le monde m'aime. Vous comprenez? Ceux qui me détestent me le disent pas en direct. Ah, ils le disent, mais pas quand ils me croisent. Donc je suis aimé de tout le monde, ma vie est belle. Donc il y a toujours un barreau qui au-dessus, dans cette progression, dans cette vie. J'ai guéri mon cancer. Voilà. Bon, alors là, parce que là, en plus... C'est ça l'objectif. Ah oui. C'est ça le grand défi. Ah bah évidemment. Et puis, faire en sorte que je puisse participer en épargnant des emmerdes à ma femme. Ce que beaucoup essaient, au contraire, de créer. Voilà. J'en dis pas plus, mais ça, c'est une obsession. Tant que je suis là... Là, c'est les affaires judiciaires dont vous parlez. Ah ben les affaires judiciaires... C'est ça dont vous parlez. Oui, mais c'est pas les judiciaires pénales, c'est les judiciaires du commerce. Voilà. Mais on vit une vie drôle en ce moment, quand même. Ouais. Vous êtes d'accord? Vous savez quoi, Bernard Tapie, d'abord, je vous trouve plutôt en forme. Oui. Je dis ça, encore une fois, en pensant à tous ceux qui nous regardent bien et qui sûr, vous retrouvent plutôt en forme pour quelqu'un qui est en train de tenter un traitement. Ça change. Toujours combatif. Oui, ça va. Ouais. Ça s'arrête jamais, quoi, chez vous. Il n'y a rien à faire. C'est un état. C'est vous, quoi. Non, puis c'est aussi une raison d'avoir envie. Ouais. Et il y a des jours où c'est plus dur. Comme tout le monde. Ouais. Il n'y a pas de surhomme. Jamais. Mais il y a une manière de le régler, une manière de l'affronter. Voilà. Si vous voulez l'affronter avec des chances de succès, il faut vraiment aller chercher très profond les motivations. Et il y en a, reconnaissez. Il y en a. Ça aussi, ça fait partie des choses que vous échangez sur ces trucs-là avec les médecins, avec aussi des malades que vous pouvez rencontrer sur la capacité à dépasser ces moments qui sont durs. Je disais tout à l'heure à la responsable de la rédac de chez vous, parce qu'il me disait, il faut se surpasser. Je disais oui, mais il faut comprendre ce que c'est ce mot. C'est quoi surpasser? C'est pas se dire je vais faire. Alors je lui ai donné un exemple. Je lui ai demandé si elle avait fait de l'athlétisme. Elle dit donc, bon, alors je vous prends. Vous faites un 100 mètres, je vous chronomètre. Mettez 15 secondes. Je suis pas vache, 15 secondes. D'accord? Et
comme elle a des enfants, vous la remettez à l'endroit et vous mettez à 100 mètres une rivière avec son gosse qui tombe dedans. Prenez le chronomètre. Vous allez voir qu'elle va faire 12 secondes et demie. Elle ne s'est pas surpassée parce que sa volonté, c'est de dire « je veux ». C'est qu'elle a vécu une motivation, une raison qui pousse votre cerveau à vous aider à aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Vous avez raison, c'est un très bon exemple. Mais si j'entends bien ce que vous dites, vous, votre motivation, c'est votre famille. Mais ça dépend. En ce moment, c'est les malades. Ouais. Ça a été un moment les jeunes chômeurs. J'étais comme un fou de savoir ça. Et vous savez quoi? Ça va être quoi si je m'en sors? Allez-y. Ça va être les retraités. Vous savez pourquoi? Être en retraite, c'est une nouvelle vie. Voilà. C'est une nouvelle vie. D'accord? Vous avez eu votre vie réglée à partir de votre métier ou de vos activités. C'est une nouvelle vie. Si vous avez réussi la première, il y a de grandes chances que vous réussissiez la deuxième parce que les mécanismes qui vous ont permis de la réussir, vous allez les adopter. Si vous ne l'avez pas réussi, il faut que vous la réussissiez. Et là, toute l'organisation du pays doit être au service de la rééducation des nouveaux retraités, pour les amener à la simple chose qui rend les gens mobiles et énergiques, fiers d'eux, c'est être utile. Il n'y a rien de plus motivant pour un être que de se sentir utile. Quand tu es à la retraite, on va te donner les moyens de te rendre utile. Alors, ça fait partie des choses que on va aborder ensemble. Vous en foutez ce que je viens de vous dire là? Pas du tout, au contraire. Vous savez, c'est le sujet central de l'actualité depuis à peu près 3 mois. Ah oui. Les retraites. Ah oui. Et votre position sur les retraites, évidemment, et sur l'avenir des retraités à l'instant. Vous venez de l'évoquer, mais on évoquera aussi dans quelques instants votre sentiment sur le climat dans le pays, qui est un climat extrêmement tendu dans un moment particulièrement troublé. Une toute dernière chose avant qu'on regarde ensemble le film qui vous est consacré et qu'on évoque ensuite, parce qu'on va vous retrouver dans 50 minutes, donc ça, on va vous retrouver. Vous pouvez en être sûr. On va vous retrouver, je compte sur vous, hein. On va vous retrouver pour évoquer les grandes étapes de votre vie. Tel pour que évoquer vous les avez vus. tout ce que vous avez envie de dire. Voilà. Et que vous direz sans filtre, ici sur ce plateau, en direct. Juste avant, Bernard Tapie, vous savez, les malades, et ils sont extrêmement nombreux, qui, comme vous, vivent, souvent les médecins leur donnent une sorte de... C'est épouvantable d'ailleurs, une sorte de pourcentage de chance de s'en sortir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir qui ont ça en tête. 30, 50, 60, 90%, etc. Quel est votre sentiment là-dessus? Et 2, est-ce qu'on vous a donné, vous, un chiffre? Et comment vous vivez avec ça? Alors, d'abord, vous abordez la question de l'humanisme quand on est médecin. Hein? Médecin, c'est 2 métiers, scientifique et humain. La partie scientifique, elle donne des résultats, vous les lisez comme tout le monde. Après, il y a l'autre partie. Et là, je reconnais que de moins en moins, les médecins attachent de l'importance à cet aspect-là. Ne serait-ce que parce que, parfois, ils ont peur que le malade prenne mal une nouvelle qui n'est pas très bonne. Donc, ils hésitent. Une statistique. Parfois, pour se couvrir, on dit, écoutez, vous avez un cancer du pancréas, vous avez 90% d'y passer. Ah vous avez du bol, vous avez un cancer de la prostate, c'est 90% de... Et moi, je dis aux malades, il y a 10% de ceux qui ont la prostate qui meurent, et il y a 12% de ceux qui ont le pancréas qui ne meurent pas. Donc, il n'y a pas de raison de vous mettre dans une catégorie à partir du moment où ce n'est pas 100%. Maintenant, pourquoi j'invite les médecins urgemment à leur parler? C'est parce que c'est pas simplement pour avoir l'information sur la maladie. C'est simplement parce que on va puiser dans ce qu'il va dire, dans son humanisme, autrement dit. Autre chose que ce qu'il va regarder sur Internet. Parce que la première chose qu'un malade fait quand il rentre, s'il a le sentiment de ne pas avoir tout compris, je tape et je mets... Et là, c'est l'horreur. Il ne faut jamais regarder ça. Premièrement, parce que les 3 quarts du temps, les statistiques qui donnent ont 5 ans.
Vous regardez sur Internet le cancer du sein, c'est 50%. Aujourd'hui, c'est 90%. Donc, de grâce, demandez à votre médecin. Ayez-vous le courage de lui demander. À ce moment-là, vous verrez, il aura envie d'être humaniste avec vous et vis-à-vis de vous. Voilà, il faut voir les choses comme ça. Vous savez qu'il y a un professeur qui m'a dit un des trucs qui m'a fait le plus plaisir. Il m'a dit, Monsieur Tapi, vous avez rendu le cancer possible à en parler. La preuve. Et ça m'a fait un plaisir fou. On en parle en prime time. Et ça m'a fait un plaisir fou, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on en parle. 4 millions de personnes l'ont. Et quand vous comptez les 2-3 personnes de la famille qui se sentent concernées, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, Bernard Tapie, invité exceptionnel de BFM TV. On se retrouve dans un tout petit instant pour notre long format. Bernard Tapie, les matchs de sa vie.